Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 24 avril 2025, il est 4h15. J'ai pas mal hésité en fait à faire un market review parce que j'ai pas nécessairement beaucoup de choses à dire, mais peut-être des petites choses qu'on va regarder ensemble qui pourront peut-être vous aider à vous éclairer sur l'état du marché. C'est vrai que ça fait un petit moment que je dis ça à chaque fois, que j'ai pas grand chose à ajouter par rapport au market review précédent, et c'est toujours le cas. Mais on va quand même essayer de faire un petit instantané là, du marché, là où il est, et ce qu'on peut peut-être en attendre dans les jours, semaines, voire même pourquoi pas mois à venir. Alors déjà, commencer par le début, c'est-à-dire le dollar, alors je vais passer en daily, et ce qui va nous permettre de reprendre un peu les différentes marques que j'avais pu prendre lors des derniers market reviews. Et en l'occurrence, ce que j'avais expliqué, c'est que pour le trimestre à venir, moi je m'attendais plutôt à une consolidation. Et si ça se passe comme le Q2 2024, cette consolidation commencerait, si c'est bien le cas évidemment, par un flux qui permettrait d'établir les bornes d'un range à l'intérieur duquel on pourrait avoir cette consolidation. Et on a quelque chose qui commence à y ressembler ici, que je vais essayer de vous marquer entre ces deux bornes, donc entre les... on va essayer de ratisser large entre les 104.34 et au sud, ce qui pourrait être un bottom, 97.73. Bon, ça pourrait être un bottom dans le sens où on est venu prendre évidemment des points d'intérêt importants et où le prix est venu se loger ici dans cet order block daily, alors ce qui ferait tout à fait sens. Et voilà donc le range dans lequel, moi personnellement, je ne serais pas surpris qu'on s'installe à quelques semaines, notamment parce qu'on a ici une jambe impulsive, baissière. Ici, on a une bougie weekly qui est quand même assez massive et qui, à mon avis, va avoir besoin d'être pricée. Donc, en admettant qu'on ait bien une corrélation positive avec les risk-on, ce qui reste à démontrer, parce que c'est pas toujours le cas, évidemment, et ben ça pourrait se traduire par un environnement très particulier qui peut s'avérer assez épuisant en fait pour les intervenants du marché, qu'on appelle un environnement seek and destroy. Donc c'est non seulement un environnement de consolidation, certains pourront dire d'accumulation, mais c'est également un environnement assez piégeux. Alors ça peut se traduire par une compression, mais ça peut aussi se traduire par une expansion assez erratique. Alors, je vais essayer de vous montrer des exemples. Bon, je vais essayer de prendre une charte qui soit à peu près clean pour vous noter ça quelque part. Alors en admettant que vous ayez des bornes, voilà, on va considérer que ici on a un range. Ce qui peut se passer dans un environnement similaire, et vous l'avez peut-être déjà noté, vous allez donc avoir des points d'intérêt dans cette zone, ici, et vous allez avoir des points d'intérêt dans cette zone. Alors ça peut être les points d'intérêt, ça dépend de la time frame dans laquelle vous allez évoluer. Ça peut être daily, weekly, mais ça peut être aussi des sessions, voire même des fenêtres temporelles plus courtes, comme des heures par exemple. Vous allez avoir le marché qui va, par exemple, vous marquer ce genre de mouvement. Ça peut être un relative equal high, ou ça peut être un equal high. Vous allez avoir une borne ici, une zone de prix, ça peut être un bas de session par exemple, qui va venir être tag, comme ça, et ensuite vous allez observer par exemple un break de structure. Donc tous ceux qui font notamment du ICT, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tendance à rentrer ici, et après qu'est-ce qu'ils vont viser? Parce que c'est tellement évident qu'on va y aller, ils vont viser évidemment ces deux points, et ce que le marché, dans cet environnement-là, il va avoir tendance à faire, ça va être ça et ça, pour ensuite venir s'occuper de cette zone. Alors évidemment, c'est tordu, et ça a tendance, c'est un mouvement de prix qui a tendance à bloquer les intervenants, parce que c'est évidemment ces points-là, c'est un peu comme un pot de miel pour des mouches en fait. C'est-à-dire que tout le monde pense que ça peut être un previous daily high, ou un previous weekly high, ou un previous monthly high, où tout le monde va se persuader qu'avec ce mouvement-là, c'est la direction qui est naturelle. Alors oui, ça l'est, mais le marché va créer des situations d'inducement, c'est-à-dire des situations qui induisent en erreur en fait. Et donc j'imagine que ça vous est déjà arrivé, que le prix donne la sensation de rebrousser chemin, parfois à quelques ticks seulement de votre objectif. Voilà, il peut tout à fait faire quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment, c'est assez typique et assez traditionnel d'un environnement seek and destroy. Et dans ce contexte-là, si vous regardez une charte, vous pouvez avoir une structure d'accumulation, mais vous pouvez aussi avoir quelque chose qui, lorsque vous prenez un peu de recul, lorsque vous dézoomez, va pouvoir prendre cette forme, presque comme un haut-parleur. C'est-à-dire que le marché refuse de prendre une direction
quelle qu'elle soit, sans prendre le soin de sortir tous ceux qui se sont positionnés. C'est presque l'inverse d'une compression. Mais ça, évidemment, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire à l'intérieur d'une structure de compression lorsque vous dézoomez et lorsque vous allez sur les time frames supérieurs. Alors, donc, évidemment, c'est très piégeux. Alors, il n'y a pas forcément de méthode pour anticiper ça. Si ce n'est, moi, c'est bien pour ça que je vous parle quand même des quarterly shifts, parce que c'est quelque chose qui permet quand même d'extrapoler sur la possibilité de création d'environnements similaires. Et là, en l'occurrence, moi, ça fait un petit moment, ça fait déjà depuis le mois de mars que je vous dis que voilà, mon petit doigt, mon intuition me fait dire que on est rentré dans un contexte de seek and destroy ici sur ce trimestre. Alors, bien évidemment, c'est un postulat, c'est une hypothèse. Je le dis, je le répète, je n'ai aucune capacité à prédire l'avenir. Et je vous invite à vous méfier de ceux qui pourraient vous dire qu'ils peuvent prédire l'avenir. C'est franchement impossible. Mais par contre, on peut évidemment moduler nos stratégies et la façon dont on va se positionner sur le marché. En l'occurrence, le contexte actuel, il va inviter à quoi? Il va inviter déjà à, si vraiment vous voulez vous engager sur le marché, à prendre des partiels. Alors là où il faut faire attention, c'est que ces partiels, on a tendance évidemment à les prendre sur des anciens sommets, des swing high, des swing low. Il peut être judicieux de prendre ces partiels plutôt que dans des ERL, External Range Liquidity, d'aller les prendre dans des IRL justement. Vous voyez par exemple ici, plutôt que de viser, alors évidemment, vous allez pouvoir très bien vous dire, bon, mon TP final c'est ici, mais il faut accepter, il faut se préparer à ce que le prix n'y aille pas de la façon qui vous arrange. Alors si on va voir un peu sur une charte quelle forme ça peut prendre, il se trouve que là, j'ai un bon exemple ici sur le Nasdaq. Et là, on va aller en 1 heure pour le voir. Voilà, par exemple. Bon, ici, je pense que beaucoup ont repéré ce gap d'ouverture daily, donc entre la session du lundi 21 avril et le mardi 22 avril. On en a eu un ici. Donc ça, c'est ici le New Week Opening Gap. On voit dans cette zone. Et donc, effectivement, il a été retesté. Et là, on a un New Day Opening Gap. Et voilà ce qui se passe. Il est bien évident que ceux qui se sont positionnés short sur la session de New York, ici, qu'est-ce qu'ils ont eu plutôt comme objectif? Ça va être la London. Et pour extrapoler, certainement, le retest de ce gap. C'est vrai qu'un gap est souvent testé. Et qu'est-ce qu'on voit? Que fait le prix? Mais il s'arrête en chemin. Il rebrousse. Et on voit ici une structure de compression à l'intérieur de cette zone. Donc c'est évidemment piégeux parce qu'on se retrouve ici avec des intervenants qui ont soit décidé de clôturer leur position, soit qui se retrouvent bloqués ici, dans cette zone. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, il y a beaucoup de brokers, et il y a aussi des propres firmes qui n'acceptent pas les overnight, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas que les intervenants laissent leur position ouverte d'une session à l'autre. Donc qui se retrouvent à devoir clôturer leur position ici. Et pour ceux qui l'acceptent, évidemment, ça va générer des frais. Ce qu'on appelle les overnight fees, qui peuvent des fois, pour certains brokers, quand même chiffrer. Donc c'est vrai que là, ce move, pour venir combler ce gap, il paraît vraiment évident, et je pense qu'on va y aller à un moment donné, mais il ne faut pas exclure que pour y aller, le marché nous fasse une espèce de petite dinguerie qui pourrait éventuellement prendre cette forme, et puis finalement y aller, et après, on ne sait pas ce que ça va donner. Il ne faut pas du tout exclure ça. Donc évidemment, ceux qui se sont positionnés en short à l'ouverture de la session US, évidemment, ils se feraient sortir. Donc tout ça pour dire qu'il faut évidemment être extrêmement prudent lorsque ce genre d'environnement est qualifié. Une des solutions, c'est de revoir un peu les prétentions à la baisse et par exemple de partir. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais de moins en moins, mais ce que j'envisage dans ce type d'environnement, c'est de se dire, si je me positionne ici, en 5 minutes, une des solutions, ça va être évidemment de prendre des partiels, ça c'est évident, et pourquoi pas de se dire, que donne un 2 pour 1 par exemple. Voilà ce que donne un 2 pour 1, et là, on se retrouve avec une position gagnante. Par contre, ceux qui sont un peu trop optimistes ou un peu trop gourmands et qui se disent, on doit aller prendre la London par exemple, on n'y est pas allé. On est toujours coincé. Ici, vous voyez, cette position, elle reste toujours ouverte. Et ceux qui sont encore plus gourmands, qui se disent, on doit aller combler ce gap, pareil, on est toujours coincé. Et il est possible, que avant d'y aller, le marché vienne sortir tous ceux qui se sont engagés en position short sur l'ouverture de la session, la New York PM. Voire même, pourquoi pas la New York AM, ça c'est évidemment, rien n'est exclu. Ça, évidemment, ça traduit de l'incertitude.
et on est quand même dans un environnement macroéconomique et géopolitique qui est très incertain. Pour l'instant, on est un petit peu obligé de naviguer à vue parce que le marché peut réagir à n'importe quelle annonce, y compris des annonces complètement loufoques comme ce fameux dîner que Trump a annoncé pour les détenteurs du token Trump à hauteur de 350 000 $. Bon, juste ça fait grimper le prix de 40%. Donc, des annonces, notamment des tarifs douaniers, de ce qu'il pourrait être entre les États-Unis et la Chine, ça peut faire bouger le prix de façon complètement imprévisible. Voilà, bon, ça c'est une chose. Alors concernant le Bitcoin, évidemment, hein, c'est comme c'est souvent le cas, on va retrouver une corrélation entre le Bitcoin et le Nasdaq. Et voilà ce qu'on peut observer ici. Hein. Donc là, c'est quand même très net. On voit bien ici cette structure de compression. Mais si on zoome un petit peu, on voit qu'à l'intérieur de cette structure de compression, on a un environnement qui ressemble beaucoup à ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, c'est-à-dire des prises de points d'intérêt qui mènent un peu à nulle part. Donc là, ce que ça dit, c'est que le marché se prépare à un mouvement probablement très impulsif, mais qu'au préalable à ce mouvement impulsif, on risque d'avoir un terrain qu'on pourrait qualifier de miné en fait. Hein, et on voit ici là tous les points d'intérêt qui sont placés à l'intérieur de cette structure de compression. Alors, pour terminer, on va aller voir le code parce que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu, qui pourrait peut-être nous donner quand même des indications sur le sentiment de marché, notamment auprès des institutionnels et puis des commerciaux. Alors pour ceux qui connaissent pas, il y a un site qui est très bien pour ça, c'est Barchart, c'est gratuit. Hein. Donc vous allez ici dans Select Commodity, et vous allez dans les devises, Bitcoin Micro, et ici vous allez choisir le contrat, donc ça là, ce sont les contrats mensuels, celui qui a le plus d'encours, c'est-à-dire d'open interest et de volume. Donc on voit qu'ici c'est le contrat actuel, celui du mois d'avril. Donc BAJ25. Et ensuite, si vous voulez afficher le code, vous allez ici sur Full Chart. Mon template est déjà prêt, mais sinon ça se passe ici dans Indicators. Et vous allez sélectionner code LC. Et après, la légende, vous l'avez ici. Donc les larges spéculateurs, c'est ce qu'on appelle les institutionnels. Comme spec, ce qu'on appelle les commerciaux. Et small speculators, là c'est les traders particuliers en gros. Moi en plus, j'ajoute ici un indicateur de volume, évidemment, et ici l'open interest, la petite ligne rouge, voilà. Alors c'est assez intéressant ce qu'on peut observer, et peut-être que ça peut nous donner des indications sur ce qui est en train de se préparer, peut-être, hein, parce qu'évidemment, si c'était aussi simple de prévoir l'avenir, tout le monde le ferait et tout le monde serait gagnant, ce qui n'est évidemment pas le cas. Alors faut bien distinguer la lecture du code pour les commerciaux et pour les institutionnels. Donc souvent les commerciaux, ils vont utiliser les marchés à terme pour se couvrir, ce qu'on appelle du hedging. Donc ce qu'on peut observer, ça va être déjà les positions qui peuvent être longues ou short, ça c'est une chose, mais on va aussi regarder l'évolution. Hein, ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que, tout en restant long ou short, est-ce que les institutionnels ou les commerciaux, est-ce qu'il y a une modification dans le sentiment de marché. Parce que le but, évidemment, de ces institutionnels et de ces commerciaux, c'est d'extrapoler, de se projeter dans le futur. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que chez les grands spéculateurs, on a une position qui semble aller vers un pari haussier. On voit ici une diminution des positions short et une augmentation des positions longues. Ce qu'on peut observer chez les commerciaux, ici, la ligne rouge, c'est une position short qui reste assez importante et ce qui pourrait indiquer qu'ils veulent se couvrir, ils veulent couvrir un engagement. Et on peut observer un infléchissement ici chez les traders particuliers, ce qui pourrait indiquer un sentiment plutôt baissier, ou en tout cas incrédule. Donc tout ça, ce que ça suggère, je dis bien, je répète, hein, c'est que actuellement les grands spéculateurs, ils seraient plutôt les principaux moteurs de la demande sur le marché à terme du Bitcoin. Ils accumuleraient des positions longues, là notamment sur la récente hausse de prix là depuis début avril, que les commerciaux, ils absorbent cette demande en prenant des positions courtes, des positions short, probablement, je dis probablement, on est vraiment obligé de parler au conditionnel ici pour se couvrir. Donc le sentiment général, là actuellement, si je fais vraiment un cliché, un instantané là de ce que je vois à l'écran, le sentiment général qui se dégage, c'est a priori plutôt une forte conviction des grands spéculateurs et ça serait plutôt haussier sur le Bitcoin à moyen terme. Et là évidemment on parle de flux, et parler de flux, et on n'est pas en train de faire de l'intraday ici, hein. On est en train de parler d'horizons temporels qui sont de l'ordre de la semaine ou du mois. Donc il faut vraiment bien faire attention à ça.
Mais c'est vrai qu'ici, on a les conditions qui pourraient présager d'un flux haussier, c'est-à-dire une incrédulité des traders particuliers, une augmentation des positions short pour se couvrir chez les commerciaux et une augmentation des positions longues chez les institutionnels. Donc c'est pas une météo, évidemment, mais ça peut éventuellement aider à déterminer un cap. Donc après, c'est sûr que ici, pour revenir à sur Bitcoin, moi c'est pas un environnement que j'affectionne tout particulièrement, en tout cas en tant que trader discrétionnaire. Par contre, c'est un environnement que certains bots apprécient particulièrement. Alors là, je vais revenir sur notamment les bots LIM, qui permettent comme ça de s'engager sur des flux baissiers et de venir reprendre des profits sur une VWAP à hauteur de 1, 2, 3%. Les bots LIM, ils apprécient particulièrement ce genre d'environnement. Si vous ne savez pas quoi faire, ne faites rien. C'est encore la meilleure solution. Si vous avez un peu de capital et que vous voulez le faire travailler et que ça vous brûle un petit peu les doigts, d'aller sur du trading algorithmique qui n'implique pas de variables psychologiques, ça peut être une bonne idée, parce que la première chose que cet environnement de marché assez piégeux va venir travailler, c'est la psychologie, c'est le mindset. Et notamment les questions temporelles, notamment d'impatience. On est impatient, on veut absolument s'engager, évidemment, on veut absolument gagner de l'argent. Et c'est ça qui va faire beaucoup de mal à beaucoup de traders, c'est ce sentiment justement d'impatience, l'impression que le prix peut partir à n'importe quel moment et qu'il faut absolument être positionné. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que le marché aime, sans être dans la conspiration, le marché aime créer cette sensation, ce sentiment. Alors que, en fait, concrètement, il est jamais trop tard. Si vous regardez le Bitcoin, le temps qu'il a fallu ici, par exemple, pour finalement prendre un influx, c'était très long. Et après, on en a eu un premier ici, ensuite ça a été retesté, un deuxième ici, ça a été retesté, un troisième isso, ça a été retesté. Voilà, tout ça, chaque bougie, c'est une journée. Vous voyez qu'il est jamais trop tard. Et sur des actifs comme le Bitcoin, il n'y a rien de déconnant à se positionner lorsque vous constatez un flux haussier au milieu de nulle part. Je parle évidemment du spot, je ne parle pas des dérivés, et encore moins des dérivés avec levier. Il n'y a absolument rien de déconnant. Donc ce sentiment d'urgence, il est compréhensible, mais il n'a rien de réaliste ou de pragmatique. En fait, c'est juste ça qu'il faut retenir. Bon allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le salon VIP, il y a tous les liens nécessaires pour venir nous rejoindre. Vous avez également mon Linktree si jamais vous voulez participer notamment aux algorithmes qu'on a mis à disposition. Il y a tout ce qu'il faut dans mon Linktree.